Bonjour à tous les décideurs, bienvenue sur cette présentation où je vais vous expliquer assez brièvement le modèle économique de Comwatt. Et comme le modèle économique de Comwatt est lié à la transition énergétique, c'est aussi l'occasion de faire un rappel de ce contexte pour savoir pourquoi notre solution amène une nouvelle révolution dans la technologie de la transition énergétique. Alors, donc je me présente, donc je suis Grégory Lamotte, je suis le président et fondateur de Comwatt. Et dans un premier temps, je vais vous parler du contexte global de la transition énergétique. Ensuite, je vais vous parler effectivement de Comwatt, quelle est notre spécificité. Et enfin, en troisième partie, je vous dirai pourquoi on a besoin de vous, pourquoi on a besoin d'avancer rapidement sur ce chemin de la transition. Alors, premier point, sur le contexte économique de la transition, il y a trop d'informations qui circulent, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup de choses au niveau de l'énergie. On a du mal de se faire une opinion claire et objective parce qu'on entend beaucoup de sons de cloche. Il y a les pros, les anti, et c'est une vraie cacophonie. Et c'est vraiment très difficile pour un citoyen dont ce n'est pas le métier, l'énergie, de se faire une opinion claire et précise. Alors mon objectif, c'est pas de vous faire un grand cours d'école ou de professeur sur l'énergie, c'est de vous rappeler quelques éléments essentiels. Et une fois que je vous aurai expliqué les éléments essentiels de la transition énergétique et de là d'où on vient et là où on va, vous verrez que l'innovation Comwatt, elle est toute naturelle et elle est beaucoup plus facile à comprendre. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que pendant très longtemps, l'énergie la moins chère, effectivement, elle devait être produite de manière centralisée. Alors, j'ai utilisé un petit cube pour expliquer un petit peu, pour dire, voilà, c'est de manière centralisée. En France, c'est surtout du nucléaire, mais bon, dans pas mal d'autres pays, c'est le charbon, le gaz, etc. Donc, on produit de manière centralisée. Ensuite, à ce prix d'énergie centralisée, on utilise un coût qui est assez important, c'est le coût du transport. Donc, effectivement, aujourd'hui, dans votre facture, 50% de facture hors taxe, c'est la production d'énergie, et 50% c'est le transport. Et donc, c'est quelque chose qui est assez important. Et quand on voit, par exemple, un projet en autoconsommation, eh ben, aujourd'hui, l'autoconsommation coûte moins cher que les énergies centralisées. Et en plus, elle évite les frais de transport. C'est-à-dire que même si j'enlevais le coût de production centralisée, aujourd'hui, produire de l'énergie chez soi en autoconsommation, c'est moins cher que le prix de transport. Donc ça, c'est des choses qu'il faut bien comprendre parce que le transport, c'est quelque chose qui ne baisse pas et on est sur des situations assez paradoxales. Notamment, on a discuté avec des Australiens qui disaient que le coût de transport est tellement important que même si le charbon baisse à 0 € la tonne, eh ben, le transport coûte 10 centimes. Donc, c'est-à-dire que même si on se baisse et qu'on met du charbon dans un camion, il y aura toujours un prix. Et donc, à la fin, on vendra 12-13 centimes le kilowattheure. Parce que le transport coûte 10. Alors que quand on produit sur place, en Australie, ça coûte 7 centimes. Donc, effectivement, produire de manière décentralisée, en autoconsommation, évite ces coûts de transport. Ensuite, deuxième point qu'il faut vraiment comprendre au niveau de la transition énergétique, qui est aussi une idée que les personnes ont du mal à avoir en tête, c'est que le prix du solaire, a été divisé par 10 en 10 ans. C'est-à-dire que c'était l'énergie la plus chère, parce que le solaire, c'était une technologie qui vient de la technologie spatiale, donc utilisée dans les satellites, et maintenant, elle est utilisée un peu partout. Donc, le prix a beaucoup baissé. Donc, c'est passé de la plus chère à la moins chère. Et donc, maintenant, ça a inversé tous les repères. C'est-à-dire que, sans vous donner 1000 chiffres, je vais vous donner juste 2 chiffres. Actuellement, la centrale nucléaire EPR que la France va construire pour les Anglais sont engagés à acheter pendant 35 ans, quand la centrale sera faite, c'est-à-dire dans 7-8 ans, dans 10 ans en fait, parce qu'il y a toujours un peu de retard. Donc dans 10 ans, les Anglais vont acheter à 110 € le mégawattheure pendant 35 ans. Et aujourd'hui, pas dans 10 ans, mais cette année, en 2018, quand on installe un projet solaire, on enlève les subventions, on enlève tout, on arrive autour de 50 € le mégawattheure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, en 2018, on est à 50 € le mégawattheure, alors que le nucléaire nouvelle génération est à 110 € le mégawattheure. Donc, c'est vraiment une différence qui est importante. Et en plus, sur le nucléaire, on a souvent une courbe d'apprentissage négative, c'est-à-dire que chaque nouvelle génération coûte de plus en plus cher. Dans le photovoltaïque, on a une courbe d'apprentissage positive, parce qu'effectivement, chaque nouvelle génération de panneaux coûte de moins en moins cher.
c'est ce qu'on appelle la loi de Svensson. C'est la même loi que vous avez en informatique qui s'appelle la loi de Moore. Nous, on a la loi en solaire qui s'appelle la loi de Svensson, qui fait que mathématiquement, dès qu'on augmente les moyens de production, les productions solaires vont plus vite et permettent effectivement de pouvoir fabriquer des produits moins chers et qui ont de meilleures performances. Donc, c'est comme ça que les panneaux solaires sont peu chers aujourd'hui. C'est l'énergie la moins chère du monde. Et dans le futur, ça va encore baisser. Donc, on est sur un tendanciel extrêmement puissant, extrêmement fort, et c'est en train de tout changer. Donc, et là, je ne vous ai pas encore parlé d'écologie. Effectivement, aujourd'hui, il n'y a plus aucun écolo au monde qui condamne le solaire, ni critique le recyclage des panneaux solaires, parce que c'est parfaitement recyclable. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est… Je ne vends pas de panneaux solaires, mais c'est juste pour expliquer le contexte. C'est l'énergie qui est la moins chère, qui le sera dans le futur, et qui ne pose pas de problème de recyclabilité. Ensuite, dernier point par rapport à l'emploi. L'emploi, effectivement, c'est la préoccupation principale de nos gouvernements à juste titre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le panneau solaire a tellement baissé qu'il ne représente plus qu'une infime partie d'un projet solaire. Par exemple, sur un projet solaire, il ne représente plus, pour un particulier, il ne représente plus que 20% du prix du projet. C'est-à-dire que 20% d'un prix d'un projet solaire en autoconsommation, c'est pour acheter les panneaux solaires. Donc même si dans le pire des cas, ils viennent de Chine, eh ben, il y a encore 80% de la valeur créée par ce projet qui vient d'Europe. Parce qu'effectivement, le câble électrique, l'armoire électrique vient d'Europe, l'onduleur vient d'Europe, la main-d'œuvre vient de chez vous. On ne va pas faire venir, voilà, aujourd'hui, pour une installation photovoltaïque, chez un particulier, c'est un artisan, c'est un couvreur, c'est un électricien, c'est un bureau d'études, c'est un commerçant qui habite près de chez vous. Donc, du coup, la création de valeur est très importante au niveau local. C'est ce qu'on dit, c'est que l'argent reste à la maison. Un peu comme dans le crowdfunding où, effectivement, les décideurs mettent leur argent dans quelque chose qui a du sens, qui disent, tiens, je préfère voir mon argent dans une start-up qui fait des choses qui m'intéressent plutôt que de le mettre dans une bourse à New York où je ne sais pas trop où ça va aller. Et ben là, c'est pareil, quand vous faites un projet autoconsommation, et ben quelque part, vous donnez du boulot à votre voisin, votre cousin qui habite dans votre quartier. Donc, l'argent reste à la maison. Et donc, ça crée de la valeur et surtout, on est très en retard en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'après les objectifs de la loi de transition énergétique, on est à 6% en dessous des objectifs pour 2020 et on sera à 15% en dessous des objectifs par rapport à ce qu'on s'était fixé pour 2030. Donc, on est très en retard, on est très peu équipé en solaire en France et donc on a un retard important à faire. Donc, c'est un gisement d'emploi qui est considérable et d'emploi pour tout le monde. C'est pour les gens peu qualifiés comme les gens de bureaux d'études ou les gens extrêmement qualifiés. C'est vraiment pour tout le monde et c'est vraiment une chance pour la France d'avoir cette grande transition énergétique qui arrive parce que les Français vont payer moins cher leur énergie et en plus, on va pouvoir créer beaucoup d'emplois. Donc voilà pour le contexte global. Maintenant, je vais vous parler un peu de Comwatt. Alors nous, ce qui s'est passé, c'est que moi, ça fait à peu près 15 ans que je travaille dans les énergies renouvelables et j'ai très vite compris, il y a 10 ans, la loi de Svensson. J'ai bien compris, j'ai fait mes calculs et j'ai vu que le prix du solaire allait devenir très peu cher. Le problème qu'on allait rencontrer, c'est le problème de la synchronisation de l'offre et de la demande. Parce que on a par exemple en France, on sait stocker le gaz. Aujourd'hui, on sait stocker dans les structures géologiques françaises l'équivalent de 1 an de la consommation des Français dans des réserves souterraines. En pétrole, on sait stocker plusieurs mois. Ça s'appelle les réserves stratégiques. On peut stocker le pétrole. En électrique, savez-vous combien on peut consommer? En électrique, on a quelques dizaines de minutes de stockage. C'est-à-dire quasiment pas de stockage. C'est-à-dire qu'en permanence, derrière votre ordinateur, il y a une centrale nucléaire, un panneau solaire ou une éolienne. C'est-à-dire qu'on est à flux tendu. Et le problème, c'est que comme on est à flux tendu, qu'il n'y a quasiment pas de stockage, le seul stockage qu'on ait, c'est des stockages dans les barrages. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup d'énergie, on monte l'eau dans les barrages et quand il y a besoin d'énergie, on fait descendre l'eau des barrages et ça fait tourner une turbine qui crée du courant électrique. Donc, le seul moyen qu'on a, qui est très faible, quelques dizaines de minutes, je vous ai dit, c'est les barrages. Et ben, en permanence, il faut équilibrer l'offre et la demande. Et comme tous les pays du monde s'aperçoivent que les énergies renouvelables, c'est la solution la moins chère, ce qui se passe, c'est que dans tous les pays du monde, on met de plus en plus d'énergie renouvelable dans le mix énergétique. Et ce qui se passe, c'est que ça commence à devenir des quantités très, très importantes. Et ces quantités importantes arrivent en fonction de la météo. C'est-à-dire que quand il fait beau, c'est pas forcément le moment où les gens consomment le plus. Ou quand il y a du vent, c'est pas forcément le moment où les gens le consomment le plus. Donc, il existe une désynchronisation entre le fait qu'on arrive avec beaucoup d'énergie renouvelable dans un pays
et le moment où les gens consomment. Donc, et comme il n'y a pas de stockage, ça crée des problèmes. C'est pour ça que les acteurs historiques râlent en disant oui, mais vous êtes gentils, avec l'énergie renouvelable, vous allez créer des bazars dans les réseaux. En fait, c'est à partir de ça qu'on s'est dit, bah tiens, il faut qu'on trouve une solution. Alors la solution la plus simple, c'est ça, c'est la batterie. On se dirait, bah voilà, bah, c'est super simple. Il suffit de prendre une batterie, et puis on produit de l'énergie solaire, et le surplus, on le met dans la batterie. Et oui, mais le problème, c'est que quand on achète l'énergie au réseau nucléaire, on paye ça. Quand on produit du solaire, on paye ça. Et quand on rajoute une batterie, on paye ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en gros, quand on prend des panneaux solaires et qu'on produit en autoconsommation, on va produire en gros à 10 centimes par kilowattheure. Mais stocker 1 kilowattheure coûte 20 centimes. C'est-à-dire 10 à produire, 20 à stocker, c'est-à-dire que ça vous revient à 30 centimes. Alors que l'acheter à EDF vous coûte que 15 centimes. Donc aujourd'hui, mettre des panneaux solaires et une batterie, c'est faisable, c'est techniquement faisable, ça marche bien, mais c'est pas du tout rentable. Vous doublez votre facture. Donc l'idée de Comwatt, c'est de dire, eh ben, on va produire et on va consommer au moment où on produit, de manière à payer moins cher que si vous étiez au réseau. Donc voilà le principe de Comwatt. Donc le Comwatt, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va, notre technologie, notre cœur de métier, qu'on applique actuellement à l'autoconsommation, mais qui demain nous permettra d'attaquer d'autres secteurs d'activité, que je vous détaillerai après dans notre business plan. Notre cœur de métier, c'est le déplacement des consommations. C'est-à-dire que comme la batterie coûte trop cher, mais qu'il faut quand même synchroniser l'offre et la demande, ce qu'on fait, c'est qu'on va choisir ce qu'il est possible de déplacer chez vous, dans votre maison, sans impacter votre niveau de confort. Alors, pour faire ça, je vais utiliser un peu la méthode Montessori, que vous connaissez peut-être, en l'appliquant pour vos enfants. Donc, ici, là, on a vous voyez ici, là, les cubes couleur beige, c'est le soleil, donc la production solaire. Par exemple, ben voilà, le matin, le soleil se lève, en midi, à une pointe, et le soir, le soleil se couche. Donc, en temps normal, les gens, ce que vous faites, c'est que vous avez votre chauffage, votre cumulus qui tourne le matin et le soir. Donc, il existe une synchronisation assez faible voilà, entre la production et la consommation. Et donc, si vous mettez des panneaux solaires chez vous, vous allez produire comme ça et vous allez consommer comme ça. Donc, vous n'avez en fait, il y a un recouvrement, mais vous allez baisser votre facture de 20%. Donc, vous allez vous dire, investir de l'argent dans les panneaux solaires, une installation, etc., pour au final baisser que de 20% votre facture, c'est pas très vendeur et surtout, vous allez avoir un retour sur investissement qui est très, très long, qui est de l'ordre de 20 ans. Alors que comme moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir déplacer les consommations. C'est-à-dire, comme je le fais avec les petits cubes, on va chercher avec nos algorithmes à trouver l'endroit optimal pour que la consommation puisse se synchroniser avec la production. Et comme ça, en déplaçant ces consommations, sans impacter votre niveau de confort, on va pouvoir réduire votre facture de 70%. Et là, du coup, avec 70% de réduction de la facture, c'est carrément rentable. C'est-à-dire qu'on a des retours sur investissement qui sont, dans le meilleur des cas, de 6 ans, mais ça va de 6 à 11 ans, pour du matériel solaire qui est garanti 25 ans. Donc, effectivement, avec la technologie Comwatt qu'on a développée, on permet de rendre le solaire rentable. C'est un petit peu comme si on avait une technologie, le solaire, qui est très bonne, très écolo, très peu cher, mais qu'on ne pouvait pas l'utiliser. Et Comwatt rend cette énergie abordable de manière à ce que les projets puissent le faire. Parce que c'est bien beau d'avoir une technologie, si on ne sait pas l'utiliser ou si elle n'est pas rentable, personne n'utilisera. Donc voilà un petit peu le métier de Comwatt. Alors nous, on ne va pas déplacer tous vos appareils, on déplace certains appareils. On déplace les appareils qui sont les plus énergivores. Par exemple, on ne va pas déplacer une lampe LED, on va déplacer un cumulus, par exemple. Un cumulus qui représente une grande partie, souvent dans un foyer, ça représente 30 à 40% de votre consommation, c'est un cumulus. Donc le cumulus, c'est un bel exemple. Il y a 15 millions de cumulus en France. Et un cumulus, c'est 12 kWh de stockage. C'est-à-dire que vous, ce que vous voulez, c'est de l'eau chaude. Et que, par exemple, pour une famille de 4 personnes, il faut que le cumulus fonctionne pendant 4 heures pour générer suffisamment d'énergie, pour pouvoir faire suffisamment d'eau pour fournir l'eau chaude d'une famille de 4 personnes. Donc, nous, on sait que le cumulus doit tourner pendant 4 heures
les 24 heures. Donc, mais ces 4 heures, bah, on peut les choisir. On peut dire que c'est 4 heures au moment à l'heure de midi. On peut choisir aussi c'est 4 fois 1 heure ou 8 fois une demi-heure. On peut morceler cette consommation d'énergie en différents moments pour pouvoir faire consommer le cumulus au moment où le panneau solaire tourne. Par exemple, pour reprendre ici, là, vous êtes là sur votre maison, là, on le met naturellement ici, mais si par exemple, vous décidez d'allumer un appareil ou de recharger votre voiture électrique, hop, c'est-à-dire qu'on va déplacer un peu, on va dire, pendant qu'on fait la voiture électrique, on va pas faire marcher le cumulus, le chauffage, et hop, on le fera plus tard. Donc l'idée, c'est qu'en fonction de l'actualité, on va éteindre ou allumer certains appareils de manière à pouvoir les faire consommer au bon moment. Et le principe de Comwatt, c'est de faire consommer les appareils au bon moment pour que vous puissiez profiter de votre énergie renouvelable sans impacter votre confort. Parce que par exemple, une journée où il pleut, on va attendre un petit peu, on va voir qu'il n'y a pas de soleil. Finalement, si on sait par exemple que les enfants rentrent de l'école et qu'ils prennent leur douche vers 18h en rentrant de l'école, on sait qu'il faut que le cumulus soit prêt pour 18h. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à 14h, même s'il pleut, le cumulus va attendre. Et à 14h, il dit, je ne peux pas attendre plus longtemps le soleil parce qu'il ne vient pas. Et donc, ce que je vais faire, c'est qu'il se lance à 14h pour avoir fait au moins 4 heures de chauffe jusqu'à 18h. Donc, dans tous les cas, les consommateurs n'ont pas de changement de leur niveau de confort et vont pouvoir profiter de l'énergie renouvelable le plus possible. Mais effectivement, les jours où il pleut, là, on utilise le réseau. L'image qu'on utilise, c'est un petit peu comme un voilier. Un voilier, quand il y a les bonnes conditions, on utilise le vent. Et puis, quand il n'y a pas de vent, ou qu'il veut rentrer au port, on utilise le moteur. Donc, nous, c'est pareil. Donc, pour un voilier, c'est le vent. Pour nous, c'est le solaire. Et puis, le moteur d'un voilier, nous, c'est le réseau. Donc, effectivement, le réseau est utilisé un peu pour faire fonctionner la maison au moment où il n'y a pas d'énergie solaire disponible. Donc, voilà pour les principes génériques. Donc, nous, les appareils qu'on déplace, c'est principalement le chauffage, avec un système de gestion de la climatisation également, le cumulus, le lave-vaisselle, le lave-linge, et certains appareils qui sont la piscine et tout un tas d'appareils de consommation d'été, parce qu'effectivement, c'est plus facile pour nous de déplacer ces consommations. Quand il y a une grosse consommation d'été, ce sont des sites sur lesquels on peut faire de plus grandes performances que quand il n'y a pas de consommation d'été. Voilà. Voilà pour la présentation de Comwatt. Donc là, notre box, rapidement, donc c'est une box qui est de taille assez compacte, qui se branche avec un RJ45 sur votre prise filaire. Donc même les gens qui sont allergiques au Wi-Fi peuvent la faire fonctionner en filaire, mais sinon vous pouvez la mettre où vous voulez, la mettre en Wi-Fi, on peut l'activer le Wi-Fi. Et puis après, on déplace les consommations avec des prises intelligentes, que vous voyez là. Ce sont des prises qui permettent effectivement que vous branchez directement sur votre prise murale, vous branchez votre appareil, et ça permet de savoir combien consomme votre appareil, et ça permet aussi de pouvoir allumer, éteindre votre appareil en fonction de nos algorithmes. Voilà pour le principe de Comwatt. Alors, donc on a parlé pour l'instant beaucoup d'autoconsommation, mais on commence à avoir d'autres applications que l'autoconsommation, parce que notre savoir-faire est de déplacer les consommations. Et ce qui se passe, c'est que actuellement en Europe, donc ce qui se passe à l'échelle d'un foyer, d'une maison, vous voyez qu'effectivement la production solaire n'a pas lieu au même moment où les gens consomment, se passe aussi à l'échelle de la France, alors qu'il y a des moments où les éoliennes tournent, mais les gens ne consomment pas. Donc nous, on est en train de travailler avec les fournisseurs d'énergie, c'est un petit peu l'objet de la levée de fonds, pour pouvoir faire consommer les gens au moment où les énergies sont produites au niveau national, voire européen. Parce que savez-vous que, comme je vous expliquais tout à l'heure, qu'il n'y avait pas de synchronisation entre l'offre et la demande naturelle, que les batteries coûtaient très cher, étaient vraiment, c'est pas encore rentable et ça ne le sera pas avant 10 ans, à peu près, d'après les roadmaps de progression actuelle. Ce qui se passe, c'est que il n'y a pas de stockage, on produit de l'énergie de manière un peu liée à la météo. Donc, ce qui se passe, c'est que le prix fluctue énormément. C'est-à-dire que vous avez des journées où l'énergie par exemple, une journée, il se peut que le matin, il n'y a pas de vent, pas de soleil et la consommation est importante, l'énergie peut être très chère. Et à midi, si les éoliennes tournent, le panneau solaire produise, on peut avoir une grosse production d'énergie et une consommation qui n'a pas beaucoup augmenté. Et on se retrouve avec parfois les prix qui s'effondrent, des prix qui sont régulièrement à zéro, et des fois, parfois même en Europe, on a des prix négatifs. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un bien de consommation, l'électricité,
qui parfois, sur les marchés, est échangé à un prix négatif. Ça veut dire quoi un prix négatif? Ça veut dire qu'il y a trop de production par rapport à la consommation. Parce que l'énergie électrique, c'est quelque chose qu'on ne peut pas détruire. Et quand on la produit et qu'elle est dans les réseaux et que les gens ne la consomment pas, ça crée des problèmes, ça fait des surchauffes, ça crée des problèmes au niveau des transformateurs. Donc les pays essayent de les évacuer dans les pays limitrophes, mais il y a une limite, les connexions sont limitées. Donc du coup, ils bradent, et après, quand ils arrivent à zéro, ils mettent un prix négatif. Donc la technologie Comwatt, si Comwatt était déployée, comme on l'espère, dans les prochaines années à l'échelle de l'Europe, on pourrait utiliser cette technologie Comwatt pour faire consommer les Européens au moment où l'énergie est produite, et on ne connaîtrait plus de prix négatif en Europe. Parce qu'effectivement, à chaque moment, on aurait une consommation qui serait adaptée à une production. Parce qu'aujourd'hui, physiquement, on ne va pas dire, notamment aux Allemands, qui sont les plus avancés au niveau de l'énergie renouvelable, on ne va pas dire aux Allemands, et les Allemands, s'il vous plaît, rentrez chez vous, utilisez votre cumulus, parce que là, il y a beaucoup d'énergie qui est produite. Donc, il faut que ça s'automatise et que ça s'intègre au marché. Donc, la France, on a une chance, parce qu'effectivement, on a un très bon réseau électrique, on a beaucoup de chauffage électrique, beaucoup de cumulus électriques, ce que n'ont pas les Allemands, ce que n'ont pas les Anglais. Donc, on a vraiment une chance, un marché national qui est vraiment très, très bon. Et on a surtout de bons câbles, de bons réseaux, parce qu'effectivement, on a pendant longtemps, ça a fait rager beaucoup d'écolos qui disaient « Oh là, la France, tout électrique, c'est n'importe quoi ». Mais finalement, on se rend compte que, comme le futur, on sait qu'il sera électrique, la mobilité sera électrique, on est bien content d'avoir des gros câbles. Parce que, par exemple, on travaille aussi un tout petit peu en Italie. En Italie, tout est au gaz. C'est-à-dire que l'abonnement est de 3000 watts sur les compteurs des particuliers. C'est-à-dire que ils ont un micro-ondes, un lave-vaisselle, et après, ils ne peuvent plus mettre grand-chose. Parce qu'effectivement, tout ce qui est four, cuisson, chauffage, eau chaude, tout est au gaz. Donc, ils n'ont pas besoin d'une grosse consommation. Donc, les câbles en Italie sont tout petits. Donc, quand la mobilité arrive en Italie, c'est un problème parce que, il n'y a pas assez de puissance pour pouvoir recharger une voiture. Nous, en France, on a ces gros tuyaux, on a ces cumulus, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir stocker l'énergie dans les usages et de pouvoir intégrer cette énergie renouvelable. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas de technologie comme Comwatt, on est limité dans un pays à 30% d'énergie renouvelable. Ce qui est le cas actuellement en Corse, dans les îles. Le gouvernement EDF bloque à 30%, dit non, mais on ne peut pas mettre plus de 30% d'énergie renouvelable en Corse, parce que si on en mettait plus, il y aurait des blackouts en Corse et ça serait insupportable. Donc, avec Comwatt, on a fait des calculs avec le CNRS, on pourrait monter jusqu'à 90, voire 95% d'énergie renouvelable sans blackout. Parce qu'effectivement, tout le monde ne consommerait pas au même moment et on permettrait de pouvoir consommer au bon moment de manière à ce que les insulaires puissent effectivement consommer une énergie renouvelable, parce qu'aujourd'hui, effectivement, dans les insulaires, malheureusement, ils sont surtout l'énergie est produite avec du fioul lourd, ce qui est vraiment pas très bon pour l'écologie. Donc voilà, je vais commencer à arriver à la fin de la présentation. Donc en conclusion, pourquoi on a besoin de vous? Donc nous, on s'est développé aujourd'hui depuis 5 ans. On a fait déjà appel à WICI en 2015. On a pu se déployer rapidement. On a 7000 sites équipés en France actuellement. On collecte à peu près 40 millions de données par jour, qui correspond à la consommation des appareils. Donc on arrive à bien comprendre la consommation d'énergie des appareils. On arrive à bien prévoir quand est-ce que les appareils vont consommer, bien prévoir quand est-ce que les panneaux solaires vont produire. On arrive à trouver des bons scénarios de manière à pouvoir faire synchroniser l'offre et la demande chez nos clients. Et donc, nous, maintenant, on est distribué actuellement via nos réseaux de distributeurs et c'est une distribution qui se passe très bien. Et nous, on voudrait lancer de nouveaux canaux, c'est-à-dire qu'on voudrait pouvoir booster nos canaux actuels, c'est-à-dire utiliser cette base où on a pu construire un réseau d'installateurs. On a plus de 300 installateurs qui travaillent avec nous en France, qui passent par ces distributeurs. Et nous, ce qu'on voudrait faire, c'est dire, le solaire, c'est pour tout le monde. C'est rentable parce que vous pouvez passer au solaire pour 1 euro. C'est-à-dire que quand vous mettez un projet en autoconsommation, ça va peut-être diviser par 2 votre facture, mais avec cette économie de facture EDF que vous allez gagner, vous allez pouvoir rembourser un petit crédit pendant un certain nombre d'années, qui fait que vous pouvez passer au solaire sans payer plus qu'aujourd'hui. Et c'est ça un petit peu le côté un peu intéressant. C'est pas quand on achète un meuble ou des objets luxueux ou un téléphone. L'investissement dans l'autoconsommation, donc comme moi, vous fait gagner de l'argent. Donc vous allez gagner de l'argent. Avec cet argent que vous gagnez, vous allez pouvoir faire un crédit qui vous permet d'amortir, de payer cet investissement sans que ça vienne vous mettre, vous oblige à taper dans vos économies ou
ou de réduire votre niveau de vie. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Donc, du coup, aujourd'hui, on passe par ces réseaux-là. Et nous, quand on explique ce que je vous expliquais là, l'autoconsommation est évidente. Donc, nous, maintenant, l'enjeu, effectivement, c'est de continuer à faire de l'innovation, puisqu'on on a des brevets, on a des chercheurs chez Comwat qui travaillent sur le machine learning, qui travaillent sur la gestion thermique du bâtiment. Mais notre ambition, c'est de continuer, bien sûr, à faire de la recherche pour être toujours plus simple, toujours plus facile à installer, toujours plus performant dans la capacité qu'on a à pouvoir faire baisser les factures d'énergie, mais aussi, c'est qu'on soit connu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien d'avoir une super technologie qui est reconnue. On a eu 13 prix d'innovation si tous les Français ne sont pas au courant. Donc, effectivement, notre ambition, c'est de développer de nouveaux canaux pour pouvoir, avec des partenaires, nous travaillons aujourd'hui avec tout un tas de partenaires, des plateformes qui font de la grande distribution, qui permettent effectivement de sensibiliser le plus grand nombre de personnes, de manière à ce que ces personnes comprennent les intérêts qu'elles auraient à passer à l'autoconsommation, de manière à ce qu'ensuite, on puisse les mettre en relation avec nos installateurs et nos distributeurs, qui eux sont des professionnels de l'installation et qui garantissent un niveau de qualité. C'est-à-dire que nous, notre ambition, c'est d'expliquer aux gens les gros intérêts qu'ils ont à autoconsommer. Ensuite, on les présente à nos installateurs qui utilisent du matériel qui a été labellisé et validé par nos distributeurs. Donc, il y a un niveau de confiance qui est important parce que nous, on vérifie que l'installateur fonctionne bien. S'il ne fonctionne pas bien, on le sort de notre réseau. Et nos distributeurs, nos clients, valident que le matériel est de bonne qualité, notamment les panneaux solaires, les onduleurs, de manière à ce que les personnes qui s'adressent à Comwat puissent, en toute confiance, suivre le processus et dire, voilà, moi je passe par Comwat, comme ça je suis tranquille, je suis bien bordé, j'ai du bon matériel, j'ai une bonne technologie et j'ai surtout un artisan de confiance. Donc c'est un petit peu notre projet. Ça ne va pas se faire en 5 minutes. On a un plan d'action qui est assez ambitieux. Mais notre objectif, c'est de conquérir ce marché qui est gigantesque. Parce qu'aujourd'hui, on est en PPE, donc en programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est-à-dire que le gouvernement est en train d'établir la carte, le plan de bataille des 10 prochaines années en termes d'énergie. Et là, on est en train de savoir est-ce qu'il faut mettre l'argent dans le nucléaire, est-ce qu'il faut mettre l'argent dans les éoliennes, dans les panneaux solaires, dans l'autoconsommation. Et là, le ministère de l'Énergie a fait une étude et a calculé, a fait une projection sur ce que serait l'autoconsommation dans 15 ans. Et ils arrivent aujourd'hui, on en est à 15 000, entre 15 et 20 000 projets en autoconsommation en France. Et le gouvernement prévoit qu'il y en ait 4 millions, j'ai bien dit 4 millions dans 15 ans. C'est-à-dire que c'est un marché qui va grandir de manière hyperbolique, c'est-à-dire que le marché va quasiment doubler tous les ans. Donc nous, comme moi, qui sommes aujourd'hui numéro 1 de ce marché, en pole position, sur un marché qui est ridicule, hein, 15 000, 20 000, si, grâce à vous, grâce à votre confiance, grâce à la technologie qu'on est en train d'implémenter, on est capable de pouvoir rester numéro 1, on est promis un avenir radieux. Et c'est pour ça que on a beaucoup investi depuis 2 ans. Depuis 2 ans, on a investi plus de 2 millions d'euros rien que sur la capacité que nos technologies puissent être scalables, c'est-à-dire passer à l'échelle. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est pas être un champion régional, un champion d'une ville, on veut être un champion européen. Donc, pour pouvoir jouer dans la cour des grands, au moment où le marché va exploser, il fallait qu'on investisse lourdement sur nos infrastructures informatiques. Et donc, on a lourdement investi, de manière, aujourd'hui, on a 7 000 clients, mais l'infrastructure est capable de gérer jusqu'à 1 million de clients dès cette année. Donc, nous avons fait les investissements, on est prêt, on est sur la ligne de départ, il ne manque plus que de donner le coup de pistolet du départ, et c'est vous qui allez le donner, et grâce à votre confiance, vous allez appuyer sur la détente qui permettra effectivement, comme moi, de se propulser sur ce marché de la transition énergétique et pouvoir être leader de cette autoconsommation. Donc voilà, j'en ai terminé pour l'explication. Désolé, je suis un peu bavard. Je pourrais en parler pendant plusieurs jours, donc je vais m'arrêter là et je vais passer maintenant aux questions. Bonjour, votre prévisionnel de 6 à 11 ans intègre-t-il le coût de votre solution? Si tel est le cas, sur quelle surface de panneaux solaires repose votre prévisionnel? Merci par avance. Donc ça, c'est une question de Valérian. Alors, chaque maison est unique. C'est-à-dire que chaque maison vous avez tous des logements de taille différentes, avec des expositions différentes. Parfois, il y en a qui sont au nord, d'autres au sud. Vous avez des habitudes différentes. Donc, on a besoin, contrairement à un téléphone, tout le monde a 2 oreilles, 2 yeux, donc on a à peu près tous le même téléphone.
même s'il y a plein de marques qui existent, on a tous, enfin, quand on design un téléphone, c'est assez facile d'avoir un téléphone pour tout le monde. Par contre, un projet dans l'autoconsommation, c'est du sur-mesure. Donc, ce qu'on a fait, Comwatt, c'est qu'on a mis en place un simulateur. D'ailleurs, je vous invite ce soir d'aller sur notre site, comwatt.com, et d'aller faire une simulation. Et vous rentrez, voilà, j'ai un lave-vaisselle, un lave-linge, donc ça prend 1 minute. Et on va vous envoyer un rapport, un PDF, un petit rapport par email, au bout de 3 minutes, dans lequel on va vous dire, voilà, par rapport à votre consommation, par rapport à là où vous habitez, par rapport à votre logement, voilà ce que vous pouvez économiser, voilà le prix, l'argent que vous allez économiser, voilà la surface de panneaux solaires qu'il faudra mettre. Et du coup, on vous permet de pouvoir avoir une idée plus précise, parce que l'autoconsommation, c'est pas de la magie. Il y a des gens qui sont éligibles et qui peuvent faire jusqu'à 70% d'économie. Et il y a des gens qui ne peuvent faire que 10%. Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir. Donc, en allant sur notre simulateur, vous allez remplir les cases et à la fin, on va vous dire, voilà, vous êtes éligible, moins 70. Ah non, vous, pas de chance, vous êtes éligible uniquement à 10% parce que vous n'avez pas un logement qui se prête à l'autoconsommation. En moyenne, sur les 7000 clients qu'on a, on arrive en moyenne à pouvoir être à 50% en autoproduction. Donc, c'est plutôt un chiffre que nous constatons actuellement. Alors, une deuxième question qui me demandait, c'est comment avez-vous protégé vos innovations? Continuez-vous à publier des brevets? Alors, nous, on a déposé des brevets, plusieurs brevets. Alors, c'est un peu la jungle dans le monde des énergies renouvelables et des smart meters. Les Chinois déposent beaucoup de brevets. Donc, on a fait un gros travail d'enquête pour savoir quels étaient les domaines qui étaient couverts, ceux qui n'étaient pas. On a même fait appel à une expertise, on a fait appel à un cabinet spécialisé dans la stratégie de brevet qui a enquêté sur effectivement les trous dans la raquette qui existaient. On a regardé aussi la solidité des brevets, parce qu'effectivement, dans le cas des smart meters, il y a des brevets qui existent, qui sont très, très, très larges, mais qui sont faibles, en fait, parce qu'il y a un brevet qui dit je dépose le droit de pouvoir, enfin, le brevet qui dit qu'on allume les appareils quand l'énergie est pas chère. Ben, ce brevet-là existe, il a été accepté il y a 15 ans parce que à l'époque, tout le monde s'en foutait, sauf qu'il est tellement générique qu'il n'est pas solide, et nous, on a pu, effectivement, entre les brevets qui sont très génériques, qui ne sont pas solides, et ceux très précis, très pointus, très dangereux, mais qu'on a bien cartographié, on a pu effectivement trouver un passage de manière à protéger notre innovation en France, en Europe, aux États-Unis et bientôt dans le monde entier. Et on va continuer. Et les prochains brevets qu'on dépose, les premiers étaient sur l'algorithmie, sur la manière, dans le processus dans lequel on gère les algorithmes internes. Les prochains seront sur d'autres voies qui sont le machine learning, la gestion thermique des bâtiments et sur les capteurs et les actionneurs. Voilà. Autre question, il y a eu des questions sur votre compatibilité avec Win. Pouvez-vous décrire comment combiner vos deux technologies, Comwatt plus Win? Alors, effectivement, Win, donc effectivement, c'est un thermostat connecté, comme il en existe de nombreux, comme Google a fait son Nest. Donc, en fait, un thermostat, comment ça fonctionne? Un thermostat, vous le paramétrez, vous dites, vous rentrez à la main, je veux 18 degrés, vous mettez un programme, vous dites 18 la nuit, 19 la journée, et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer des instructions à votre chauffage pour dire allume-toi, éteins-toi, allume-toi, éteins-toi. Et ce thermostat intelligent, ce qu'il fait, c'est que si vous lui dites qu'il faut qu'il y ait 19 chez vous à 20h, eh ben, il va partir un peu plus tôt de manière à ce qu'il fasse vraiment la bonne température à 20h. C'est-à-dire qu'il apprend l'inertie thermique de votre maison pour savoir quand démarrer et quand éteindre, de manière à ce que quand vous dites je veux 19 à 20h, qu'il fasse vraiment 19 chez vous à 20h. Ça, c'est comment fonctionne un thermostat. Nous, comment marche Comwatt? Donc, nous, on est connecté avec ces thermostats-là, c'est-à-dire qu'on discute avec eux, soit au niveau de votre logement, soit via le cloud, via les API. À ce moment-là, on va discuter et on va dire, voilà, c'est comme si vous aviez chez vous un petit lutin qui, en fonction de la météo, de l'énergie disponible, allait changer les consignes du thermostat. C'est-à-dire que, par exemple, une après-midi, où vous, par défaut, le thermostat, vous n'êtes pas chez vous, eh ben, il est, par exemple, réglé à 18, eh ben, comme moi, c'est-à-dire, oh là là, c'est dommage, il y a du soleil, ça brille, c'est l'hiver, on va stocker un peu d'énergie thermique l'après-midi, c'est-à-dire qu'on va dire au thermostat, non, non, c'est pas 18 ta consigne, c'est 20. Donc lui, le thermostat va dire, oh là là, il faut que je fasse 20, donc il va envoyer l'information au chauffage qui va tourner, qui va arriver à 20, et donc l'après-midi, vous allez stocker cette chaleur dans les murs, dans le sol, et le soir, quand vous rentrez chez vous,
à 19h, il fait bon, parce que, et peut-être que votre chauffage va se couper, parce qu'effectivement, il aura fait l'effort durant l'après-midi avec l'énergie gratuite du soleil, et donc le soir, vous n'avez pas besoin de chauffer, et donc vous allez pouvoir ainsi tenir jusqu'au lendemain. Donc c'est pour ça que donc, le ComWatt est capable de gérer la température dans le logement à l'échelle d'une journée, à définir une stratégie, il y a du soleil, il n'y a pas de soleil, je chauffe, je chauffe pas, et votre thermostat, lui, c'est à la seconde, à la minute, il va regarder sa consigne par rapport à l'état de fonctionnement du chauffage. Et donc les deux sont complémentaires et les deux vivent parfaitement ensemble, et on l'a prouvé depuis de nombreuses années où on pilote ces thermostats. Mais c'est pareil aussi pour les batteries de voitures électriques. On donne des insignes, on donne des consignes pour qu'elles se chargent au bon moment, et on essaye de recharger la voiture au moment où l'énergie est la moins chère, solaire. Voilà. Et bien sûr, on tient compte des priorités aussi que les usagers ont, parce qu'ils ont besoin de leur voiture. Il ne faut pas que la batterie soit vide au moment où ils en ont besoin. Voilà. À quelle concurrence faites-vous face aujourd'hui en France? À quoi vous attendez-vous à l'international? Donc, c'est une question sur la concurrence. Aujourd'hui, on a plusieurs concurrents. C'est-à-dire qu'on quand on est parti il y a 5 ans, on n'avait aucun concurrent. D'ailleurs, les gens, tous les experts qu'on avait sondés, on avait fait une étude de marché, disaient il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché d'autoconsommation en France avant 2020. Donc, nous, on s'est lancé et on a fait un bon chiffre d'affaires dès la première année. Donc, du coup, ça donnait envie à tous nos concurrents de se lancer parce qu'on a démontré par les chiffres qu'il y avait vraiment un marché. Et donc, à ce moment-là, donc, on a aujourd'hui 2 concurrents. Je vais en citer qu'un, c'est MyLight. MyLight System, qui est basé à Lyon, qui a fait une bonne technologie, qui est concurrente de ComWatt, mais qui est parti avec 2 ans de retard. Donc, nous, on voit à peu près où on est MyLight. Aujourd'hui, nous, on pense qu'on a 2 ans d'avance sur eux parce que ils ont été méritants, ils ont fait un bon produit. Mais nous, on a profité du temps pour pouvoir être encore meilleurs. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, avec nos 7000 clients, on a beaucoup de données. Et cette quantité de données, je vous dis 40 millions de données qu'on récupère par jour, on est capable de mettre à jour nos algorithmes en temps réel de manière à pouvoir être encore plus efficace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la masse de données qu'on a, on est capable de faire des essais. C'est-à-dire qu'on fait des essais sur différents types d'algorithmes et on teste pendant 1 semaine, 2 semaines, après, hop, on met en production. Et cette masse de données permet effectivement de trouver des super algorithmes qui sont encore plus efficaces. C'est-à-dire que plus on a de clients, plus on peut travailler sur l'optimisation des algorithmes, et plus on est efficace, et donc plus on a de clients. Et c'est un cercle vertueux dans lequel on attire un grand nombre de clients parce que nos algorithmes sont extrêmement affûtés, et surtout, on a notre parc pour le tester et pour pouvoir les implémenter. Que même dans le pire des cas, si un hacker venait à récupérer notre brevet ou récupérer notre algo, ce qui n'est en théorie pas possible d'après les experts sécurité qu'on a mandatés pour travailler sur notre solution, ils n'ont pas de parc pour le tester, donc ils ne pourraient pas très rapidement, notre algorithme d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'on avait il y a 1 an. C'est-à-dire qu'en permanence, on est en train d'évoluer de manière à profiter des big data qui s'amoncellent dans nos serveurs, de manière à pouvoir avoir des algorithmes de plus en plus performants. Voilà. Aujourd'hui, de nombreuses startups, donc une question de Valérien. Aujourd'hui, de nombreuses startups utilisent l'IA afin de rationaliser la consommation électrique. Envisagez-vous d'adopter de telles technologies via des partenaires afin de parfaire votre solution? Alors en fait, l'IA, nous, on a beaucoup hésité effectivement à l'internaliser ou à l'externaliser. Et on a décidé de recruter, de l'internaliser finalement. C'est-à-dire qu'il y a plus de 3 ans maintenant, on a recruté des docteurs en intelligence artificielle qui bossent dans nos équipes et qui sont, parce qu'on se rend compte que finalement, notre cœur de métier, c'est l'informatique. Notre cœur de métier, c'est pas de vendre des prises en plastique. Notre métier, c'est pas ça. Notre métier, c'est pas non plus de vendre du plastique, même s'il y a beaucoup de technologies à l'intérieur. Nous, notre conviction, c'est de vendre du software, parce qu'effectivement, le software nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'expertise métier. Et on s'est rendu compte au début, on avait fait des tests avec des gens qui étaient des docteurs en intelligence artificielle, mais qui n'étaient pas dans les équipes. Et il y avait un gap important pour leur faire comprendre ce que c'est que notre métier. Et donc, on avait des frottements. Donc, maintenant qu'on a intégré le métier de data scientist et le métier de tout ce qui est machine learning et intelligence artificielle, on est vraiment beaucoup plus efficace parce que en fait, on a beau avoir la meilleure intelligence artificielle au monde,
si elle n'est pas bien dressée, elle ne sert à rien. On peut avoir quelqu'un d'intelligent, très intelligent, mais s'il n'a rien appris, il ne fera rien. Il ne fera rien. Et pour lui apprendre, rien de tel que le marché. Que nos clients, que nos 7000 clients. Donc nous, nos docteurs qui sont bac plus 10, on les met des fois au téléphone pour essayer de comprendre, qui discutent avec les clients finaux, qui discutent avec les meilleurs clients, ceux qui font les meilleures économies, qui comprennent pourquoi ça marche aussi bien, qui comprennent aussi pourquoi des fois ça ne marche pas, et qui permettent effectivement de nourrir ces algorithmes avec ce savoir-faire métier, et de manière à ce que les algorithmes puissent être de plus en plus intelligents et que le machine learning puisse être de plus en plus capable de régler tous les problèmes, parce qu'effectivement, on a une grosse question, c'est un problème de diversité, c'est-à-dire que tous les jours sortent de nouveaux appareils, des nouvelles clim, des nouveaux lave-vaisselle, des nouveaux lave-linge, et donc il faut qu'on puisse s'adapter à tout ça. Et donc, nous, c'est grâce à notre technologie machine learning qu'on arrive à intégrer cette grande diversité. On est compatible avec plusieurs milliers d'objets, mais demain, on sera compatible avec 30 000, voire 40 000 objets. Les gens changent leur manière de fonctionner, tout change, et l'idée, c'est que ce machine learning permet effectivement de pouvoir avoir un produit qui soit capable de s'adapter à tous les cas de figure qu'on rencontre chez tous nos clients. Voilà. Donc, question de est-ce que l'économie réalisée par Comwatt permet de compenser le coût du stockage pour faire face au pic de consommation du soir? Peut-on imaginer la solution Comwatt plus solution de stockage d'un point de vue économique? Alors oui, effectivement, j'ai parlé de la batterie qui était pour l'instant très chère, mais qui est très bien pour les voitures, pour l'instant. Mais la technologie Comwatt est compatible, bien sûr, avec les batteries. Parce qu'effectivement, le soir, pour allumer votre télévision ou votre éclairage LED, c'est pas avec l'eau chaude de votre cumulus que vous allez faire cette performance. Donc il faut, effectivement, donc pour l'instant, on préconise à nos clients d'utiliser le réseau, un peu moins cher, mais dans le futur, les batteries vont baisser, donc on estime qu'elles vont baisser entre 10 et 15% par an dans les 15 prochaines années, grâce effectivement au fabuleux marché des voitures électriques qui est en train de se développer. Donc du coup, au fur et à mesure que le prix de la batterie va baisser, et bien effectivement, les batteries vont pouvoir être intéressantes dans le logement. Donc on estime que dans 2-3 ans, ça va commencer à être intéressant. Et ce qui se passe, c'est que vont cohabiter dans les logements des batteries et une technologie Comwatt. Donc aujourd'hui, la technologie Comwatt, ça coûte vraiment pas très cher parce que c'est des objets connectés. Les objets connectés ont aussi un bel avenir, le prix va baisser énormément. Donc du coup, les deux vont cohabiter. Mais il y aura toujours besoin des deux, parce que par exemple, c'est complètement idiot de produire de l'énergie solaire, de stocker ensuite cette énergie dans une batterie. Au moment où on charge, il y a une perte au moment du chargement. Ensuite, on va décharger la batterie, il y a encore une perte. On va user la batterie pour à la fin alimenter un cumulus ou un lave-vaisselle ou un lave-linge, alors qu'on pourrait directement connecter directement le solaire avec le lave-vaisselle, le lave-linge, avec la technologie Comwatt, de manière à pouvoir alimenter votre appareil en direct sans passer par la batterie. Donc, progressivement, avec le prix qui va baisser, il y aura les deux dans la méta. Mais il y a un dicton dans la Silicon Valley qui dit que bits are always cheaper than atoms, c'est-à-dire que le bit informatique, le prix d'un calcul, sera toujours moins cher qu'un atome. C'est-à-dire qu'une batterie, il faut extraire du métal, il faut extraire des composants dans la croûte terrestre pour faire une batterie, ça pèse, ça s'use, etc. Donc il y a un prix à la matière. Alors que les technologies Comwatt fondées sur le software, c'est un bit, c'est-à-dire que avoir un client plus pour Comwatt, quand on aura 1 million de clients, avoir un client plus, ça coûtera 0. Alors que quelqu'un qui fabrique des batteries, avoir un client plus, c'est pas 0. Il faudra quand même extraire de la matière, et même s'il y a des optimisations, il y aura toujours un prix qui sera loin d'être nul. Donc on considère qu'effectivement, le digital et la batterie vont être les deux piliers un petit peu de cette absorption, de cette synchronisation offre-demande. Mais le digital va avoir pendant au moins les 20, 30, 40 prochaines années un avantage certain. Alors j'ai une question. Quel est le coût donc, de la solution Comwatt pour un ménage moyen de 4 personnes? Alors, le coût est extrêmement variable, parce que je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y a des maisons qui sont toutes petites, très faciles à équiper, des maisons très grandes, avec des dépendances. Donc le prix il est fluctuant, donc c'est difficile
de donner un prix standard. Mais aujourd'hui, quand on regarde les prix, ça va on en a entre 9 000 et 15 000 euros pour les installations d'une famille de 4 personnes. Mais ça dépend aussi de la configuration de la maison, parce que si la maison a une toiture compliquée, ça va être un peu plus cher. S'il y a des étages, c'est plus cher. Si la maison est a beaucoup d'appareils, il va falloir équiper beaucoup d'appareils, donc c'est plus cher. Donc c'est pas facile de donner une fourchette, mais en gros c'est ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que une grande maison compliquée va avoir des grosses factures, une petite maison plus simple va avoir des petites factures. Et donc effectivement, ce qu'il faut voir, c'est plutôt le retour sur investissement. Et aujourd'hui, on est toujours entre 7 et 10 ans. Et là, c'est plutôt précis comme réponse. Une autre question, quelle est votre vision pour Comwatt? Quelle sortie est envisageable pour nous, WeSeeder? Alors la sortie, nous aujourd'hui, je vous l'ai expliqué, aujourd'hui en France, il y a entre 15 et 20 000 projets de consommation. Dans 15 ans, le ministère prévoit 4 millions, donc on va fortement se développer. Donc l'objectif de Comwatt, c'est d'être le numéro 1, de rester numéro 1 de ce marché. Ensuite, on a le soutien aussi de nos actionnaires. On a des actionnaires très puissants qui sont de Jean-Marc Boucher, qui nous a beaucoup aidés depuis le début du projet, qui nous suit et qui nous a déclaré qu'il voulait qu'il nous soutiendrait jusqu'à ce qu'on soit numéro 1 européen. Donc, il a des grosses ambitions pour Comwatt. Ensuite, on est aussi soutenu aussi par un fonds régional, donc le Soridec, qui aussi est ambitieux parce que sa mission, c'est mettre de l'argent dans des startups, qu'elles deviennent grandes assez rapidement. Et ensuite, on a aussi un fonds de business angel qui s'appelle Méliès, et on a aussi WeSeed qui nous a fait confiance. Et là, dans ce nouveau tour de table, il y a déjà aussi, je ne peux pas vous donner les noms parce que c'est confidentiel, mais il y a des acteurs emblématiques qui vont rentrer au capital de Comwatt. Donc toute cette équipe d'investisseurs sont en train de pousser Comwatt pour qu'on devienne le numéro 1 européen. Alors comment ça va se finir? Nous, on n'a pas d'idée de savoir comment la sortie des WeSeeder. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire on sera introduction en bourse, on sera racheté par un gros, on va racheter les actions de WeSeed. Je n'ai aucune idée. Parce qu'aujourd'hui, tout est possible. La seule préoccupation qu'a toute l'équipe de management qui est de Comwatt, c'est de dire prenons la place. Ce marché, c'est un nouveau produit, c'est un nouveau marché. Le marché est gigantesque. Prenons la place, déployons Comwatt. Et ensuite, on fera toutes les stratégies qui nous permettront d'être le plus gros, le plus vite possible. Et si ces stratégies, effectivement, c'est de faire rentrer au capital des gens qui vont dire, oui, du coup, je veux bien rentrer, mais je veux un grand nombre d'actions, peut-être qu'on proposera à ce moment-là à WeSeed de sortir, si WeSeed est d'accord, mais au même titre que les actionnaires d'autres clients de Comwatt. Donc, il y a un cycle, mais ça, aujourd'hui, il n'y a pas de plan sur la comète. Nous, on va rester pragmatique. C'est-à-dire qu'en fonction des choix qu'on aura, on choisira effectivement toujours de la transition énergétique, c'est-à-dire quel sera le partenariat financier qui nous permettra d'aller encore plus vite. Donc ça, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui, mais c'est l'esprit de Comwatt. Alors, une question, c'est compte tenu du coût de votre solution, la clientèle à privilégier ne serait-elle pas la clientèle B2B? Alors effectivement, notre solution ne coûte pas si cher que ça, surtout qu'on est dans les objets connectés et on est en train de travailler sur pas mal d'optimisation de coûts, donc elle est pas très chère par rapport aux gains qu'on va pouvoir faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait le coût de notre solution est largement rentabilisé quand on enlève le prix des panneaux, quand on enlève tout le reste, avec non seulement tout ce qu'on sait faire au niveau du particulier, mais ce qu'on sait faire également au niveau des réseaux. Parce que je ne vous ai pas expliqué que Comwatt faisait gagner jusqu'à 70% de la facture d'un particulier, mais on fait baisser aussi de 20 à 30% le prix des réseaux. Donc la technologie de Comwatt, on a fait calcul, je crois que c'est 1 an et demi, c'est-à-dire entre l'écart entre ce que ça coûte et la création de valeur. Donc, on a un retour sur investissement, rien que notre box, sans parler des panneaux, etc. Mais rien que notre box, on a un retour sur investissement très, très court parce qu'on a un très, très bon levier entre la richesse qu'on crée et le prix du produit. Voilà. Donc, la clientèle B2B, aujourd'hui, on avait l'ambition de travailler autant dans le B2B que dans le B2C. Et ce qui s'est passé, c'est que on est beaucoup plus pertinent dans le B2C.
Pourquoi? Parce que c'est très clair, c'est expliqué là. C'est qu'un particulier qui consomme le matin et le soir et il produit la journée. Donc, chez un particulier, si on met des panneaux solaires, eh ben, il y a une couverture qui est très faible. Alors que dans un bâtiment tertiaire ou industriel, eh ben, naturellement, sans box, les gens arrivent le matin, ils consomment, voilà, bon, c'est un peu comme ça, bon, voilà. C'est-à-dire que naturellement, il y a une synchronisation offre et demande, parce que les gens arrivent au boulot à 9h et partent le soir à 18h, ce qui correspond à peu près au moment où on produit. Alors qu'un particulier, bah, il arrive, il part de chez lui le matin au moment où le soleil brille, il rentre et le soleil se couche. Donc, il est un peu à l'opposé de phase du solaire. Donc, c'est là que la technologie comme moi est indispensable. Donc, effectivement, en termes de création de valeur, on crée beaucoup plus de valeur chez un particulier que dans le B2B, chez un bâtiment tertiaire. Ensuite, chez un particulier, je dirais, on impose notre système de communication. C'est-à-dire qu'on déploie notre box, on met des prises et on est capable de piloter les appareils. Alors que dans un bâtiment tertiaire industrie, il y a déjà tout un tas de bazar, il y a tout un tas de systèmes, d'équipements. Il y a une clim qui est pilotée, il y a un contrôle d'accès, il y a un chauffage, il y a un éclairage qui est géré par les automates. Donc, il ne s'agit pas de rajouter des prises comme ça dans un bâtiment tertiaire. Il s'agit d'aller se connecter sur les automates, de récupérer toutes les infos, donc tous les capteurs, tous les actionnaires qui sont là, et d'ensuite faire une compile, voir est-ce qu'on a suffisamment de capteurs et d'actionnaires, en rajouter, qui en manque, il en manque toujours, et ensuite faire un pilotage du bâtiment. Donc, c'est un travail d'intégration qui est assez compliqué, qui est assez long. Et là, c'est plus du tout du prêt-à-porter, parce qu'un particulier, grâce au machine learning, on déploie la box chez les gens, et la box, avec le machine learning, en quelques jours, elle apprend, et elle finit par comprendre parfaitement comment fonctionnent les gens, et elle s'adapte au cas. Alors que dans le tertiaire, eh ben, il faut aller voir les automates, paramétrer, c'est compliqué, donc il y a beaucoup, c'est du sur-mesure. Donc, en fait, c'est un modèle qui est un peu différent de celui qu'on a développé. Et donc, on fait un peu de tertiaire, on a fait quelques bâtiments tertiaires, mais c'est vraiment pas notre cœur de métier, c'est pas là-dessus qu'on est le plus pertinent. Il y a des gens des grands groupes industriels qui sont qui sont plus efficients que nous sur ces métiers-là. Donc, nous, effectivement, on a vraiment envie de se consacrer aux particuliers parce que c'est vraiment eux qui représentent une grande partie de la facture énergétique française, qui sont complètement délaissés au niveau technologique, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de technologie pour dépasser les consommations. La plupart des gens ne savent même pas combien ils consomment, parce que c'est un relevé qui est fait par EDF tous les 6 mois. Donc, on pense qu'effectivement, le marché des résidentiels, et qui, en plus, dans notre conviction, va représenter un marché gigantesque, parce qu'effectivement, demain, ce sera des millions de producteurs qui vont vendre à des millions de consommateurs. On va donc continuer à investir sur ce marché-là, en étant un peu opportuniste sur le marché du pro, et on fera les projets au fur et à mesure, mais c'est vraiment sur le résidentiel qu'on compte faire le plus de chiffres dans les années qui viennent. Voilà. Donc, l'heure tourne, je suis bavard, je pourrais répondre aux questions pendant encore longtemps. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. C'est vraiment sympa de passer un peu de temps à poser des questions, à écouter ces réponses. Nous, notre vision, elle est claire. On voit vraiment bien comment ça va se passer. On sait très bien que ces gros moyens centralisés vont laisser la place à ces moyens décentralisés, que tous les Français vont devenir acteurs de cette transition énergétique. C'est-à-dire que pendant longtemps, on était un peu dépossédés de cette transition parce qu'on disait, ouais, c'est les grosses éoliennes, c'est les grosses centrales, c'est pas moi. Là, avec la capacité qu'a l'énergie renouvelable à aller être sur tous les toits, chaque Français va pouvoir devenir acteur de cette consommation d'énergie, acteur pour lui, et puis acteur dans son quartier, parce qu'il y a une nouvelle loi qui est en train d'arriver sur l'autoconsommation collective, où vous allez pouvoir vendre dans le quartier. Donc, c'est vraiment des projets qui sont extrêmement passionnants, sur lesquels nous, on travaille déjà, un peu en avance de phase, parce qu'effectivement, par exemple, imaginez que dans votre quartier, il y a un garagiste, et bien le garagiste, il va avoir besoin d'énergie du lundi au vendredi, et puis il est fermé le samedi et dimanche, et vous, en tant que particulier, vous allez pouvoir lui, donc, comme il est fermé le samedi dimanche, il va avoir trop d'énergie, il va vous la vendre. Et vous, pendant la semaine, vous êtes au boulot, donc vous allez pouvoir lui vendre de l'énergie. Donc, il va y avoir du troc d'énergie dans le quartier. Et donc, ça va être extrêmement intéressant. Et ça va créer vraiment un point qui est extrêmement important pour moi, qui est pour moi le cœur de l'écologie. Ça s'appelle la résilience. C'est-à-dire que c'est la capacité qu'on a donnée à une personne ou un quartier, quelque chose de pouvoir être solide. Et quand on produit l'énergie localement, quand on a des circuits courts, via le crowdfunding, quand on sait produire les tomates dans la ceinture maraîchère autour des villes, eh ben on a une ville qui est plus costaud, qui est plus solide. Il peut se passer
plein de choses. Il peut y avoir des crises sur un minerai, il peut se passer des crises sur le blé, etc. Mais si un pays, si une région est capable de produire son énergie et son alimentation et sa culture et son savoir-faire, eh ben, elle pourra toujours échanger avec tous les pays du monde, mais comme elle a la capacité de faire ça localement, elle gardera cette force et qui lui permettra de toujours pouvoir encaisser, même s'il y a des grosses crises, de toujours pouvoir capable de produire son énergie. Et donc ça, c'est quelque chose de très important pour moi, parce que c'est une force qu'on donne au territoire de pouvoir être maître de son destin technologique et énergétique. Voilà. Merci à tous encore une fois, du fond du cœur. Je compte sur vous. Et puis, à très bientôt. Et puis, venez nous voir dans nos locaux. On est toujours heureux de recevoir les WeSeeders et de pouvoir continuer cette discussion avec vous. Merci beaucoup et à très bientôt.